Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine avec René Ruth dans le DAF Fresh Morning, votre réveil matinal le plus haute de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. On retrouve Jean-Paul Le Madrid. Jean-Paul, bonjour. Bonjour. Comment René ça Ruth. va? Ça va très J'aime bien ton maillot. Merci. Alors, comment ça s'est passé le week-end? Oh, un week-end tranquille. Hein? Même, il n'y a pas eu d'activité, tu n'as pas crié. Non, bon, moi-même, je savais que le... Non, moi, je l'ai dit. Moi, je l'ai dit à ceux qui me sont proches. Je leur ai dit que je ne serais pas surpris de la victoire du Barça. Oh, Jean-Paul. Ben, il faut être réaliste. On a que... croisé 3 fois le Barça depuis le début de la saison. On a perdu 3 fois. Donc, avant ça, on l'avait croisé 2 fois de suite. On a perdu. Donc, pourquoi est-ce que Donc, il ne pouvait pas avoir un petit miracle, là, la finale, rien. Non, on a un petit problème d'effectif. D'une part, il faut qu'on renforce le milieu de terrain. Depuis le départ de Toni Kroos, Tchouaméni, il est inconstant. Il est bon, mais il est inconstant. Mais c'est qui voulait se battre là? Qui voulait lancer la bouteille? Rudiger. Qu'est-ce que c'est? Bon, je ne sais pas, peut-être parce qu'on lui a donné un carton alors que ce n'était pas normalement à lui que devait s'adresser le carton. Est-ce qu'il y a eu la triche? Non, je ne pense pas. Il n'y a pas eu de triche. Lui-même, le représentant du Real, a dit qu'il n'y a pas eu la tricherie. Non, il n'y a pas. Tu t'es bien réveillé quand même le matin ou bien tu as encore la petite douleur? Non, Nous, on est un club. Non, Jean-Paul, habituellement, le lundi, Real de Madrid, tu es en costume, cravate. Là, tu as le maillot du Real. Le Real de Madrid, ce n'est pas un club. C'est une institution. Non, il faut n'en déplaise à nos détracteurs. Le Real de Madrid, on a perdu le statut de club depuis des décennies. Nous sommes une institution. C'est la raison pour laquelle il y a toujours cette forme de cabale là chaque année contre le club. Mais c'est normal, nous sommes habitués. Jean-Paul, vous avez perdu. Allons à l'actualité internationale. On part aux États-Unis? Non, on va pas aux États-Unis. On va à Rome, évidemment, pour... enfin, il faut se rappeler que samedi, c'était l'inhumation du pape François. Donc, à partir de son inhumation, en réalité, c'est une page qui se tourne dans l'histoire du pontificat et de l'Église catholique romaine. Il y a une page qui se tourne. Maintenant, on va rentrer dans 2 phases. Il y a une phase de prière, évidemment, pour la mémoire du défunt et pour l'avenir de l'Église, bien entendu. Et puis, il y a en offre ce qu'on appelle des congrégations générales. C'est-à-dire, ce sont on va dire des assemblées générales des cardinaux. Ces assemblées générales des cardinaux là vont leur permettre d'échanger entre eux parce que pour la plupart, ils sont quand même 153 originaires du monde entier, donc beaucoup ne se connaissent pas. Il faut savoir qu'une grande partie de ces cardinaux-là avaient été nommés sous le pape François et donc véritablement c'est des gens qui n'ont pas certainement beaucoup de contacts avec leurs homologues cardinaux issus du reste de la planète. Donc, c'est des moments d'échange. Et ces moments d'échange-là aussi vont être le moment où ils vont décider de la date du prochain conclave qui va désigner le successeur du pape François. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Et puis, il faut aussi retenir véritablement toute la ferveur qu'il y a eu autour des cérémonies des obsèques du pape François. Il y avait une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement. Il y avait, si on ajoute les délégations, il y avait plus d'une centaine de délégations représentant la plupart des pays de tous les continents. Je pense qu'on n'avait jamais vu un tel rassemblement de chefs d'État à Rome depuis 2005, à la suite de la mort du pape Jean-Paul II. Et on a vu aussi en marge de cette inhumation qui s'est faite au sein de la basilique Saint-Pierre, qui est aussi un autre lieu de sépulture des papes. On a eu une rencontre informelle entre le président Donald Trump et le premier ministre Keir Starmer, le président français Emmanuel Macron et le président Volodymyr Zelensky, avec lequel il a même pu échanger pendant environ un quart d'heure. Alors, de quoi ils ont parlé? On est dans plein de supputations. Pourquoi Vladimir Poutine n'était pas là?
parce qu'il n'a pas été invité. Et l'Italie, comme Rome se situe en Italie, le Vatican c'est à Rome, Rome c'est en Italie, l'Italie a signé la Convention de Vienne sur la CPI, et l'Italie fait partie de l'OTAN, et l'Italie fait partie des pays qui veulent appliquer le mandat d'arrêt lancé contre Vladimir Poutine par le procureur de la CPI, M. Khan. Et donc, à ce titre-là, ne voulant pas faire l'objet d'une arrestation, même si on sait que techniquement, ça devait être compliqué, mais l'image aurait quand même été forte. C'est la raison pour laquelle Vladimir Poutine en personne ne s'est pas déplacé. Mais une délégation russe était présente à cette cérémonie-là. Donc, c'est ce il faut retenir. Donc, ça a été un moment fort pour l'Église catholique parce qu'ils ont rendu un dernier hommage à celui qui était jusqu'à présent le dernier pape. Et ensuite, évidemment, il y a les préparatifs pour le prochain conclave qui va désigner il y a un nom que pape. je vois un peu partout, Robert Sarah. Oui, mais Robert Sarah, c'est parce que c'est le numéro 2 sous le pape François. Oui. C'est normal, il est au pape François ce que Joseph Ratzinger était à Jean-Paul II. C'est-à-dire vraiment, il était le secrétaire d'État. Et donc, c'est celui qui est le lien entre le pape, la curie romaine et l'ensemble des congrégations. Donc, en fait, c'est normal que ce soit son nom qui ressurgisse, mais lors du conclave, tous les dés sont rebattus. Hein. Donc, c'est un candidat potentiel comme n'importe quel autre, mais à mon avis, rien ne fait de lui, en particulier le fait qu'il puisse être désigné, pour 2 raisons. Parce que certains disent que c'est lui qui revient, parce qu'il faut savoir que lorsque Jean-Paul II est décédé, personne ne voyait Joseph Ratzinger être élu pape, celui qui est devenu Benoît XVI. Or, en réalité, en interne, Benoît XVI jouissait déjà d'une forme d'aura et d'une capacité à pouvoir unir l'ensemble des cardinaux autour de sa candidature. C'est la raison pour laquelle, même si le doyen des cardinaux à l'époque était celui qui était le plus en lice, mais ce dernier avait décidé de porter son choix sur le cardinal Ratzinger, et c'est comme ça que Joseph Ratzinger a été élu pape et est devenu Benoît XVI. Or là, en réalité, il faut savoir que le pape François avait quelques mailles à partir avec quelques cardinaux ultra-conservateurs. Il faut savoir que le pape François était celui qui a tenté véritablement une ouverture vers les femmes, ouverture vers les minorités. Il faut savoir que même s'il restait fondamentalement conservateur sur certains points, par exemple, comment on appelle ça, la prêtrise des femmes, il était totalement contre. Il était aussi contre le mariage homosexuel, d'accord. Fondamentalement, il était contre ces choses-là. Mais il avait fait une petite ouverture en nommant des femmes à de très hautes responsabilités au sein du Vatican, d'accord. Des femmes ont occupé des postes, et même des laïcs ont occupé des postes que jamais ils n'auraient pu occuper sous d'autres pontificats. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il a essayé, pour la première fois, d'ouvrir quand même les portes des églises aux homosexuels, donc à ces minorités, les homosexuels, les trans, tout ça, les LGBTQ. Alors que l'église leur était totalement fermée. Ces derniers, normalement, n'avaient pas le droit d'aller à l'église, n'avaient pas le droit de prendre la communion, n'avaient pas le droit d'entrer, de participer à une quelconque activité de l'église. Or, le pape François était le premier à déjà, commencer à dire que l'homosexualité n'est pas un péché, parce que l'une des raisons pour lesquelles les homosexuels n'étaient pas admis dans les églises catholiques, c'est parce que les catholiques considèrent que l'homosexualité est un péché. Donc lui, il a été le premier à dire que l'homosexualité n'est pas un péché. Donc de ce point de vue, il a fait une petite ouverture. La deuxième ouverture, c'était celle de bénir les couples homosexuels, mais pas les unions des couples, bénir individuellement. Voilà. Les personnes. Et je pense que ces positions-là, à la fois envers les femmes et envers les minorités sexuelles, a véritablement ravivé des tensions au sein des cardinaux les plus ultra-conservateurs. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que le cardinal qui voudrait se poser en véritable successeur,
en véritable Est-ce que tu as essayé héritier de la continuité du pape François. Est-ce que tu as essayé depuis le décès du pape de faire un profil du futur pape? Bon, à mon niveau, est-ce que tu penses qu'il doit être un conservateur? Ça, c'est très difficile à dire parce que, bon, premièrement, je vous avoue, je ne suis pas un grand spécialiste du Vatican. Donc, pour ça, il faudrait avoir un profil déjà des 153 cardinaux qui vont prendre part au conclave, ce dont je suis très loin d'être capable au moment où je parle là. Mais ce que je sais, c'est que, comme je l'ai dit précédemment, c'est que le pape François était véritablement un réformateur dans le sens où il a voulu donner un coup de pied dans l'Église. Il a aussi voulu réformer les finances de l'Église. Les finances de l'Église étaient très très mauvaises. Il y avait des milliers de comptes qui étaient dans des banques qui ne servaient à rien. Et cet argent-là, on ne savait plus quelle direction il prenait. Donc il a été véritablement le premier à tenter de remettre de l'ordre dans le Vatican en termes de finances, en termes d'organisation. Et c'est la raison pour laquelle il avait même modifié la composition de la curie romaine avec la nomination de dizaines de nouveaux cardinaux pour l'essentiel issus de ce qu'on appelle l'hémisphère sud, c'est-à-dire principalement d'Afrique et d'Amérique latine. Parce que, comme je l'ai toujours dit ici, en réalité, depuis, on peut dire 40 ou 50 ans, il y a eu une transformation démographique de l'Église catholique. C'est-à-dire que les terres originelles du catholicisme que sont le continent américain, que sont le continent européen et on va dire accessoirement l'Amérique du Nord, c'est les pays où on trouvait le plus grand nombre de catholiques au début du siècle. Ces pays-là sont largement dépassés aujourd'hui par les pays d'Afrique et d'Amérique latine. Là-bas, l'Église catholique a su s'imposer, a su se maintenir, a su s'agrandir. Et donc, de ce fait-là, aujourd'hui, on sait que la grande force de l'Église catholique aujourd'hui se trouve en Amérique latine et sur le continent africain. Or, jusqu'à présent, jusqu'au pape François, on avait eu la première fois un pape non européen avec le pape François. Maintenant, évidemment, certains se disent que pourquoi pas un pape africain ? Techniquement, ce n'est pas impossible, mais comme je dis encore, ne connaissant pas le profil des différents cardinaux, je préfère ne pas me risquer à faire un pronostic dans ce sens-là. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'on pourrait aussi très bien voir apparaître un pape européen, c'est-à-dire le retour de la papauté en Europe, et voire même un pape italien. Parce qu'il faut savoir que depuis Jean-Paul Ier, le dernier pape italien de l'histoire, les Italiens rêvent, parce qu'il faut savoir que pendant près de 40 ou 50 ans, les papes qui se sont succédés, c'était les papes italiens. Mais c'est normal parce qu'ils constituaient le plus large éventail de cardinaux. Ouais. Or, Jean-Paul II a commencé à modifier la composition démographique de la curie en y intégrant beaucoup plus de cardinaux non italiens. Et cette transformation a été accentuée par le pape François, qui cette fois-ci a intronisé beaucoup plus de cardinaux non européens. Et donc, de ce point de vue-là, c'est à l'issue de ce conclave que l'on pourra voir si cette transformation de la composition de la curie sous le pape François aura donné un résultat vers une plus grande diversité. Donc, c'est-à-dire si, par exemple, le pape, il est issu de l'hémisphère sud, si c'est un autre Sud-Américain ou si c'est un Africain, ce qui serait aussi une première dans l'histoire de l'Église catholique, ou bien on va revenir à des considérations plus anciennes, c'est-à-dire un pape européen, voire italien. Merci Jean-Paul pour l'actualité internationale. Retrouvez sa rubrique sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.